Et pour commenter cette actualité extrêmement chaude, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Jolivet. Mathieu, bonjour. Bonjour Raphaël. Rédacteur en chef BFM Business. François Ecal. François, bonjour. Bonjour. Fondateur du site fipeco.fr, grand spécialiste, grand Manitou des finances publiques. Et Denis Ferrand, bonjour Denis. Bonjour Raphaël. Directeur général de Rexecode. Alors évidemment, c'est une émission un petit peu bousculée. On a eu la composition enfin du gouvernement hier soir, de la première partie du gouvernement hier soir. Il n'a pas fallu 12 heures pour que ce gouvernement vole en éclats. Alors, il faut qu'on explique un petit peu la situation à ceux qui nous écoutent ce matin. On a les Républicains qui, visiblement, n'ont pas beaucoup apprécié l'arrivée de Bruno Le Maire au ministère des Armées et qui menaçait. En fait, c'est un film totalement dingue et assez sidérant, Raphaël. Tout est parti hier soir à 21h23. Vous avez Bruno Retailleau qui est reconduit dans ses fonctions et qui pourtant fait un post sur les réseaux sociaux en fustigeant les équilibres politiques de ce nouveau gouvernement. Et donc, tweet totalement hallucinant où un ministre de l'Intérieur reconduit a l'air de découvrir les équilibres politiques de quelque chose qu'il avait signé avec le Premier ministre et le Président quelques heures plus tôt. Avec qui il avait passé 1h30 dans le bureau. Avec qui il avait passé 1h30 dans le bureau. Dans les heures qui suivent, vous avez tous les leaders des autres partis qui reprennent le même discours. De Horizon, Édouard Philippe qui dit c'est ni fait ni à faire. À gauche, tous les partis fustigent. Ce matin, en urgence, le Cornu va voir Emmanuel Macron. Ils viennent de passer 1h30 ensemble dans le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ils constatent ensemble qu'ils sont dans une impasse institutionnelle, et il remet sa démission à Emmanuel Macron. Et en fait, c'est une crise politique majeure. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on a un nouveau Premier ministre qui n'aura pas mis les pieds une seule fois à l'Assemblée nationale. Et ce, alors qu'un budget doit être présenté, 2026, doit être présenté dans quelques jours, normalement à l'Assemblée nationale. Et oui, 13 octobre. Et donc c'est une crise politique majeure qui risque de se doubler d'une crise non pas financière, mais cette fois économique. Et c'est ça en fait qui nous pend au nez. Oui, on voit les conséquences effectivement là sur les marchés qui ont immédiatement réagi, Denis Ferrand. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Mathieu. C'est effectivement un enjeu financier et ça, effectivement, on l'a vu tout de suite. Le 3,57, je crois, pour le taux à 10 ans, le spread qui se tend, l'Italie qui va commencer à s'éloigner par le bas du taux français, le coût de l'assurance sur la dette qui progresse, ce que l'on appelle les CDS. Donc, quand vous assurez contre un risque de défaut de la dette, c'est pas énorme, mais c'est en train là aussi de se décorréler. Donc, en fait, c'est tous les petits signaux qui sont tout à fait délétères du point de vue financier. Mais plus encore, c'est effectivement la dimension économique qui est à interroger. On a eu la chance d'avoir une expérience naturelle à Rexecode il y a quelques temps de cela. On fait une enquête avec BPI France. On avait interrogé les patrons de PME entre le 21 août et le 3 septembre sur ce qu'ils anticipaient faire de leur projet d'investissement et de leur projet d'embauche. Donc au moment précis où François Bayrou annonce qu'il posera sa responsabilité face à la 25 août, au milieu donc de l'interrogation que l'on fait auprès des patrons de PME, 25 août, François Bayrou fait sa déclaration, vote de confiance. Et en fait, quand vous regardez la manière dont les patrons répondaient avant et après le 25 août, vous avez une bascule très importante. 60% des patrons déclaraient reporter ou annuler leur projet d'investissement pour ceux qui répondaient entre le 21 et le 25. Pour tous ceux qui répondaient après le 25, 60 c'était déjà beaucoup. Tous ceux qui répondaient après le 25, ils étaient 76% à dire qu'ils reportaient ou annulaient. Donc il ne faut pas croire que cette crise politique est sans effet effectivement sur l'économie. C'est ça qui nous pend au nez. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, faut quand même avoir aussi en tête que bien plus que la guerre en Ukraine ou que l'épisode Covid, qui était un choc exogène, un signe noir que personne n'a vu arriver, le taux d'investissement des entreprises, c'est au moment de la dissolution qu'il a le plus brutalement chuté. Oui. Et en fait, c'est quand un chef d'entreprise, c'est quand il n'a plus, c'est quand il navigue vraiment dans la purée de poids, dans le brouillard le plus total, c'est quand il n'a plus de visibilité politique. Parce que plus de visibilité politique, c'est plus de cap économique, et donc c'est un chef d'entreprise qui ne peut pas se projeter sur un environnement fiscal dont il a besoin pour pouvoir investir. Ouais. Donc on gèle les investissements. Ah oui.
Comment vous les pilotez un plan industriel à 5, 10, 15 ans quand on change toutes les 5 semaines de Premier ministre? Les investissements, c'est toujours la partie de la dépense des entreprises qui est la plus pilotable immédiatement. Ouais. Bon, les investissements s'envisagent souvent dans des tranches qui sont pluriannuelles. Mais la tranche que j'avais prévu de faire cette année, je vais peut-être la décaler un petit peu. J'attends de voir si ça se passe bien. Enfin, si d'un point de vue technique, je ne suis pas contraint. À ce moment-là, je reporte les projets d'investissement et je vais décaler dans le temps. C'est ce qui est en train de se passer. L'attentisme est en train de devenir la règle de survie. Bon, tout ça va nous coûter cher au final, François Heckel. L'écart de taux entre les taux allemands et français atteint la 86,5. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu des spreads aussi élevés. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu des spreads aussi élevés, mais on a connu des spreads beaucoup plus élevés en 2011-2012. Je ne parle même pas d'Italie, simplement pour la France. Oui. On était à 150 points de base. La grande différence par rapport aux années 2011-2012, c'est que les marchés savent que la BCE est là. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisque le traité de Maastricht, en principe, interdisait les interventions de la BCE pour acheter des dettes des États membres. Donc c'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, les marchés restent relativement calmes. Ils savent que l'hypothèse d'un défaut de paiement de la France aujourd'hui est inenvisageable en réalité dans le contexte géopolitique actuel. Maintenant, ils peuvent se rappeler, ils sont peut-être en train de se rappeler là que l'intervention de la BCE, elle n'est pas automatique. En effet, la BCE a des instruments pour acheter en quantité illimitée les dettes d'un État de la zone euro, mais en principe, elle ne peut le faire que si la dette publique de ce pays est soutenable au sens des économies. Il faut qu'il respecte la règle budgétaire européenne aussi. C'est pas évident dans le cas de la France. Est-ce que c'est le cas de la France ? Alors pour le moment, on ne peut pas dire parce que c'est les nouvelles règles. Voilà. Et pour le moment, on ne peut pas dire qu'on les a respectées ou pas. Voilà. En revanche, le critère de soutenabilité de la dette, celui-là, on peut quand même plus l'apprécier. Pour arriver aujourd'hui à stabiliser la dette, ce qui est en général la définition qui est retenue par les économistes en pourcentage du PIB, l'effort qui est à faire, il est de l'ordre de 120 milliards d'euros. Et aujourd'hui, sur ces 120 milliards, cette année en 2025, on en fait 20-25. Donc il y a un énorme effort à faire. Donc les marchés peuvent en effet s'inquiéter et se dire que la BCE interviendra peut-être pas forcément, on ne sait pas dans quelles conditions et d'où les tensions. Mais on n'est pas non plus dans la situation de 2011-2012. Les experts des marchés de la dette disent souvent qu'on a quand même pas mal de marge et que c'est plutôt à partir de 120 ou 130 points qu'on peut commencer à s'inquiéter, et quand bien même on arriverait à ces niveaux extrêmement élevés, comme vous le rappelez, on a quand même un environnement qui est absolument nouveau, et si on arrivait à ces niveaux de 120 ou 130 points, on aurait à ce moment-là le filet de la BCE qui pourrait se déclencher et venir apaiser les choses. Oui, donc on n'y est pas encore de différent. Juste une information, Sébastien Lecornu annonce qu'il fera une déclaration depuis Matignon à 10h45, dans 35 minutes. On n'est pas encore à la BCE qui est au chevet des finances publiques françaises. Non, et encore moins le FMI. Non, on n'y est pas. Dit Eric Lombard. Effectivement, enfin, c'est une métaphore dont on a déjà usé et abusé sans doute, mais il faut arrêter de parler d'un mur de la dette que l'on va se prendre, mais il faut beaucoup plus parler d'un nœud coulant qui, en fait, au bout d'un moment, vous empêche de faire des choix parce que vous avez un ensemble de dépenses, en particulier les dépenses d'intérêt, qui sont d'un poids de plus en plus important. Oui. On est en train de sortir de la dette qui portait un taux, mettons, à 1% parce qu'émis il y a 10 ans, et on le remplace par une dette qui s'émet désormais à 3,5. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, l'élément quand même aussi qui est très important, qu'il faut rappeler par rapport à la comparaison de 2011-2012, où effectivement les spreads étaient beaucoup plus élevés, c'est que il y a effectivement des outils qui ont été mis en place par la BCE, mais surtout, c'était à ce moment-là une crise existentielle de la zone euro qui était posée. C'était même l'existence de l'euro qui était remis en question. Donc on était sur quelque chose qui était bien au-delà du cas français, alors que là, on est sur un spread qui monte uniquement pour des circonstances nationales. Sauf qu'on était sur la Grèce qui représentait 2% du PIB de la zone euro et que la France, c'est 10 fois plus. C'est 20%, c'est la deuxième économie de la zone euro. Donc, est-ce que cette instabilité-là, quand même, ne risque pas, François Heckel, de nous mener tout droit vers le mur? C'est-à-dire que ça peut se chiffrer, si on part en milliards d'euros, ça peut se chiffrer, la note peut se chiffrer à combien?
L'ordre de grandeur, c'est que si tous les taux d'intérêt augmentent de 1 point, la charge des intérêts de la dette publique augmente de 35 milliards, mais à un horizon de 10 ans. Parce qu'il faut voir que c'est très progressif. En fait, le taux d'intérêt de la dette, il augmente progressivement au fur et à mesure qu'on remplace des anciens emprunts par des nouveaux. Donc en fait, c'est assez long en réalité. Il y a une grande inertie. C'est un paquebot, la charge d'intérêt, qui avance dans la mauvaise direction. Mais le problème principal en termes de soutenabilité de la dette, c'est qu'il y a une petite formule mathématico-comptable qu'aiment bien tous les économistes sur la dette publique, qui vous dit que si le taux d'intérêt de la dette, alors celui sur le stock de dette, qui aujourd'hui était encore qu'à 2%, parce qu'on a encore des intérêts sur des emprunts à taux zéro. Si le taux d'intérêt sur le stock de dette est supérieur au taux de croissance du PIB en euros, y compris l'inflation, à ce moment-là, pour simplement stabiliser la dette, non seulement il faut un excédent primaire, c'est-à-dire un excédent hors intérêt. Aujourd'hui, on a un déficit primaire de 120 milliards d'euros. Donc non seulement il faut un excédent primaire, mais il faut que cet excédent primaire est d'autant plus élevé que la dette publique est elle-même élevée. Et donc on est dans une situation où plus on attend, plus l'effort est difficile. C'est là où les marchés peuvent commencer à s'inquiéter. Ils peuvent se dire, non, mais la BCE ne peut pas laisser la dette publique française comme ça exploser de manière totalement automatique. Ce que vous êtes en train de nous dire, François Écal, c'est que on est actuellement dans une situation plutôt favorable pour réduire la dette parce que le taux de croissance nominal, donc y compris avec l'inflation, est supérieur. Pour le moment, mais ça va vite changer. Ça va vite changer. Il est en train de remonter. Il était à 2% l'année dernière. Il remonte. Et la croissance à 2% en euros, on y est à peine cette année. Oui, et d'autant qu'il y a le chiffre de croissance, mais il y a surtout la qualification de la croissance. Quand vous regardez les postes qui actuellement font la croissance, c'est OK, il y a du commerce extérieur parce qu'on réduit nos importations. Mais pourquoi est-ce qu'on réduit nos importations? Et puis on a aussi un peu exporté. Pourquoi est-ce qu'on réduit nos importations? Parce que la demande interne n'est pas dynamique. L'investissement est en reflux et le taux d'épargne est à la hausse, ce qui a comme contrepartie, ou plutôt ce qui révèle le fait que la consommation ne progresse pas. Donc vous n'avez pas de dépenses privées qui en général est le moteur de la croissance. Donc il y a la croissance, il y a la qualification de la croissance qui est tout aussi important et qui dit bien que ça manque de substance. Et donc l'écart entre le taux d'intérêt pratiqué actuellement sur le stock de la dette et le taux de croissance nominale ne va faire que se resserrer et à un moment ou à un autre, eh bien, le taux d'intérêt passera devant. Oui, ce que je trouve assez sidérant quand on entend la démonstration de François Écal, c'est qu'effectivement, on sent que cette spirale de l'endettement, on n'y est pas, mais c'est pas de la science-fiction. On peut s'y approcher et assez dangereusement. Et à partir de là, je pense qu'il y a quand même urgence à stabiliser quelqu'un, un profil à Bercy, qui a un profil à Bercy qui puisse envoyer le message de rassurer les marchés. Et c'est là-dessus que je vous dis qu'on est quand même dans une séquence assez folle. C'est que, après, on peut en penser ce qu'on veut de Roland Lescure, mais Roland Lescure était quelqu'un qui pouvait rassurer les marchés. C'est quelqu'un qui a un profil, qui a un track record. Oui, qui est un économiste. Qui est un économiste, qui a vécu 15 ans au Québec, qui était numéro 2 de la Caisse des dépôts et consignations du Québec, qui a été un homme d'entreprise, qui connaît le privé, le public, qui connaît les logiques de marché, qui connaît les fondamentaux de l'économie, qui a un profil, effectivement, peut-être un peu, qui parle un peu plus à la gauche, mais quelqu'un qui ne... avec lui, si vous voulez, avec Roland Lescure, jamais il y aurait eu des Félix Truss, par exemple. En fait, jamais. Et voilà. Et on se retrouve avec cette chaise vide à Bercy. Et si on ne veut pas se rapprocher dangereusement de cette spirale de l'endettement, il y a urgence, j'allais dire presque avant de connaître un Premier ministre, de savoir qui va piloter Bercy pour envoyer un signal au marché. Depuis Dominique Strauss-Kahn et Christian Sauter, je crois que c'était les deux derniers économistes qui ont été en charge du ministère de l'économie et des finances en France. Et effectivement, Roland Lescure peut se prévaloir d'un passé d'économiste. Alors, c'est pas parce que vous êtes économiste que vous êtes nécessairement un bon ministre de l'économie et des finances. Ça serait, il n'y a pas besoin forcément d'être agriculteur pour gérer le ministère. Ça vous intéresse, Denis Ferrand? On a besoin de vous pour redresser non. Et puis je laisserai le budget à François. Non. Il y a l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, je crois qu'ils ont fait tourner un budget technique pendant presque 2 ans.
Oui, mais la Belgique a vécu pendant 18 mois sans gouvernement. Hein, voilà, est-ce le scénario vers lequel on se dirige? Parce qu'on va faire un peu de politique fiction. Mais nous n'avons plus de gouvernement lundi 6 octobre. Je rappelle que la date limite, la date constitutionnelle pour déposer le projet de loi de finances à l'Assemblée, devant l'Assemblée nationale, c'est le 13 octobre. Non, même pas. La date constitutionnelle, la date prévue par la loi organique sur les lois de finances qui encadre la procédure, c'est le 1er mardi d'octobre. C'est demain, mais il y a une fenêtre de tir jusqu'au 13. Alors après, le Conseil constitutionnel a toujours dit que quelques jours de retard, c'était pas grave, et certains en ont conclu que finalement le 13 octobre était une bonne date. Il faut 70 jours pour examiner le budget de la nation, effectivement. Donc on pouvait passer jusqu'au 13 octobre. De toute façon, là, au moment où on se parle, c'est pas compliqué, il y a 3 scénarios. Premier scénario, Emmanuel Macron, là, tout à l'heure, désigne un nouveau Premier ministre. Oui. Et d'ailleurs, vous savez, il a même le droit de reconduire Sébastien Lecornu à ce sujet-là. On voit, il y a quand même des voix. Tout à l'heure, j'ai écouté Philippe Brun, député socialiste, qui reprenait ce discours entonné il y a 26 jours maintenant par Olivier Faure, à savoir « Nous sommes prêts, le PS se tient prêt ». On a un budget équilibré, un budget qui rassurera les marchés et qui demandera des efforts soutenables pour les Français. Voilà, ce discours, il commence à remonter depuis quelques heures au PS qui se tient prêt. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, une prise de parole du président de la République, qui peut arriver très vite, pour annoncer la dissolution. Il pourrait arriver à 20h. Troisième scénario, le plus spectaculaire, c'est Emmanuel Macron qui annonce lui-même sa démission et qui provoque des élections présidentielles anticipées. Et la France insoumise demande l'examen immédiat à l'Assemblée nationale de sa motion de destitution du président de la République après la démission de Sébastien Lecornu. En termes budgétaires, on va ramener tout ça à l'économie, mais François Ekal, qu'est-ce qu'on peut voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? On a un budget qui sort tout juste du Haut Conseil des finances publiques, là, quand même. Oui. Sauf à penser qu'en effet, on va avoir un nouveau gouvernement dans les heures qui viennent qui pourra déposer un projet de loi de finances le 13 octobre, ce qui est quand même pas le scénario le plus probable. Après, comme on a dit, il y a 3 scénarios. Soit il nomme un nouveau gouvernement, mais totalement différent. Il prend un gouvernement socialiste, mais qui se fera censurer 3 jours après. Soit, en effet, il dissout l'Assemblée, soit il démissionne lui-même. Dans tous les cas de figure, en effet, on ne pourra pas voter un budget avant la fin de l'année. Donc la Constitution... On peut dire d'ores et déjà, aujourd'hui, a priori, qu'on n'aura pas de budget voté d'ici la fin de l'année. Il y a un gouvernement qui est nommé dans les jours qui viennent, qui arrive à tenir plus de 48 heures. Et quand bien même on a un nouveau gouvernement qui arrive dans 48 heures, de toute façon, ce que nous montre cette séquence politique, c'est que le budget qui se profilait ne marchera pas. Ne marchera pas. Donc de toute façon, il va falloir recalibrer un nouveau budget. Donc je ne vois pas comment il pourrait... on s'oriente vers le scénario de la loi spéciale budgétaire, ce qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y aura pas de loi de finances votée avant la fin de l'année. Donc on va demander au Parlement de voter cette loi spéciale. Il pourrait ne pas la voter. À ce moment-là, c'est le shutdown à l'américaine. Bon, mais là, cette année, on a bien vu que quasi unanimement, je crois, ils l'ont voté parce qu'ils sont quand même un tout petit peu responsables, tous les uns comme les autres. Oui. Donc, on vote cette loi spéciale budgétaire, qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour les finances publiques, parce que la loi spéciale budgétaire signifie que le gouvernement est autorisé à prélever les impôts, mais sans rien y changer. Ça veut dire, par exemple, pour l'impôt sur le revenu, qu'il n'y a pas d'indexation du barème. Ça fait quelques recettes supplémentaires. Une petite hausse d'impôts. Par ailleurs, le gouvernement est autorisé à ouvrir des crédits. Alors, l'expression est pas très claire, à hauteur des crédits nécessaires pour assurer le fonctionnement des services publics et dans la limite du dernier budget voté. Fonctionnement normal des services publics, on ne sait pas très bien. Bon, ça permet quand même de faire fonctionner les services publics. Ça empêche probablement de continuer à verser des aides, des subventions, des choses comme ça. On l'avait vu l'an dernier avec ma prime Rénov', on avait arrêté de la verser. Voilà. Oui. Donc ça fait faire des économies. En revanche... C'est un peu l'équivalent
l'équivalent d'une année blanche. C'est comme une année blanche, sauf que dans le domaine social, en revanche, dans le domaine social, l'indexation des prestations sociales, elle est prévue par le Code de la sécurité sociale. Et s'il n'y a pas de loi de financement de la sécurité sociale pour dire que cette année, on ne va pas indexer ou sous-indexer, l'indexation, elle est automatique. Donc là, il y a des dépenses supplémentaires. En matière sociale, voilà, la réglementation s'applique. On verse automatiquement toutes les prestations sociales conformément aux règles actuelles. Y compris en dépenses de santé sur lesquelles on devait faire 5 milliards d'économies. Dépenses de santé, on continue à rembourser. Les règles s'appliquent et donc les dépenses de santé augmentent mécaniquement. On rappelle que le tendanciel de hausse des dépenses de santé en France, c'est 10 milliards d'euros par an. Oui, donc voilà, donc c'est pas bon, c'est plutôt relativement bien pour les finances publiques, mais beaucoup moins que n'aurait été évidemment l'application du plan Bayrou. C'est un pilotage complètement dégradé en réalité, Denis Ferrand. C'est vrai qu'en fait, il faut bien distinguer la nature des dépenses. Il y a les dépenses que l'on appelle en bon français le pay as you go. Donc vous vous présentez au guichet, par exemple la dépense de santé, c'est vous vous présentez au guichet, vous avez le remboursement en fonction des règles qui ont été définies. Puis à côté de ça, il y a des dépenses qui vont devoir se voter. Alors je parle sous le haut contrôle de François Hécal, mais par exemple la loi de programmation militaire, je crois que les crédits qui devaient être en augmentation, spontanément ne le seront pas. On a quand même un petit sujet de sécurité, un petit sujet militaire. Donc c'est pas seulement des histoires de petits bouts de chandelle sur un budget, ça sert aussi à assurer des défis, enfin à se protéger face à des défis. Et donc là, sauf à imaginer qu'on pensait que la loi de programmation militaire était caduque ou en tout cas ne faisait pas sens, là on va se priver probablement d'un moyen de faire face à nos défis. La loi spéciale budgétaire est prévue par la Constitution pour faire face à un problème temporaire. Elle est faite parce qu'on n'a pas le temps de terminer la loi de finances, en attendant que la loi de finances soit finalement budgétée pour quelques semaines. Voilà, elle est pas. Alors, il n'y a pas de limite. La Constitution. Donc on pourrait imaginer de vivre sous le régime de la loi spéciale jusqu'à la fin de l'année. Mais comme l'a dit Denis, ça pose des problèmes quand même. En tout cas, on peut pas je pense qu'il est très difficile en effet de redéployer des crédits de je sais pas où vers le militaire. Voilà, donc ça pose quand même beaucoup de problèmes. Sur le militaire, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on est quand même dans une séquence où on a la guerre à l'est de l'Europe et la France avec les pays européens s'est engagée dans le cadre des membres de l'OTAN auprès des partenaires américains à augmenter considérablement le budget des armées pour pouvoir assurer la souveraineté stratégique européenne dans ce moment de conflit extrême à nos portes et au moment où eux, les Américains, se désengagent très vite de l'Europe parce qu'ils estiment que leur priorité, c'est le théâtre Indo-Pacifique. À partir de là, dans les mois qui viennent, vous avez des dizaines de milliards supplémentaires qui sont censés être déversés par les pays européens membres de l'OTAN. La France en fait partie. Quid de ces hausses de budget militaire si on navigue dans une loi spéciale qui gèle les budgets tels qu'ils étaient l'année précédente ? Oui, on ne peut plus préparer l'avenir. Clairement, tous les défis, et il n'y a pas que le défi militaire. Défi démographique, investissement, technologie. Nul ne pourra gouverner en faisant l'économie de la gauche, vient de déclarer la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Ce qu'Emmanuel Macron a essayé de faire depuis juin 2024, effectivement. Mais là, on voit que ça devient très, très compliqué. Bon, on ne sait plus si on doit s'intéresser au budget. Du coup, on avait beaucoup de questions sur... Ceci dit, les questions reviendront. C'est toujours les mêmes questions et les mêmes sujets depuis très très longtemps. Donc,